Bonjour à tous. Donc, pour comment ouvrir ce webinaire réalisé en partenariat avec l'AIH et l'APA, donc un webinaire sur la santé mentale et les risques psychosociaux chez les internes en médecine. Je suis moi-même Mathilde Chanu, trésorière de l'AIH, notre association des internes d'hématologie. Et donc, il s'agit d'un webinaire qui est un peu plus large que les webinaires que l'on réalise actuellement, qui sont plutôt sur des sujets un peu plus scientifiques. Mais on pense que c'est également important de parler de notre santé, notamment la santé mentale. Et là, on est avec une association, donc l'APA, qui va vous être présentée, et donc les différents intervenants. Je vous laisse vous présenter le docteur Gérard Chadili. Oui, bonjour. Donc, je suis Gérard Chedli, je suis psychiatre addictologue dans le service universitaire du professeur Corcos à l'Institut Mutualisme Souris et je suis administrateur de l'APA. Et à ce titre-là, je m'occupe particulièrement des risques psychosociaux au sein de notre association. Moi, je m'appelle Adil Crespin, je suis microbiologiste et je suis donc spécialiste de la prévention et contrôle des infections, ce qu'on appelait avant hygiéniste. Voilà, et donc je suis administrateur APA depuis un temps certain. Et bonjour à tous, moi je suis Christophe Herriot, donc je travaille pour le cabinet BC, conseil et courtier en assurance. J'ai la responsabilité du département affinitaire dans lequel nous accompagnons l'APA et nous gérons l'ensemble des contrats de l'APA. Voilà, et nous sommes aussi spécialistes de l'ensemble des statuts hospitaliers. Bonjour, moi je suis Mathilde Seguin, je fais aussi partie du pôle communication de l'association des internes d'hématologie et je vais modérer et relayer les questions que vous avez dans la boîte questions et réponses pendant le webinaire, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Très bien. De quoi est-ce qu'on va parler? Donc, on va faire un petit point sur le point de vue des internes, ou en tout cas que je vais essayer de relayer sur les risques psychosociaux. Et puis, vous pouvez bien sûr intervenir et partager aussi, si vous le souhaitez, votre avis. Ensuite, des chiffres clés, des constats sur la population des internes. On va ensuite discuter de l'accompagnement des internes sur la question des risques psychosociaux et notamment la présentation de la plateforme de l'APA qui s'appelle Coup de blues. On va ensuite faire un peu des rappels sur nos droits et sur les lacunes des droits statutaires en matière d'incapacité, d'invalidité et de décès. Donc, il s'agit de domaines sur lesquels je pense que vous n'êtes pas familier, donc n'hésitez pas à poser vos questions et si besoin, pour éclaircir les termes, etc. Et on va ensuite voir comment l'APA s'engage au quotidien pour protéger les internes. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer? Puis, on pourra avoir un temps d'échange ensuite. Déjà, je vais commencer avec la présentation de l'AIH pour ceux qui ne nous connaissent pas ou peu. Donc, nous sommes l'association des internes d'hématologie en France. Donc, les internes d'hématologie clinique, mais également d'hématobiologique. Donc, ça s'ouvre, enfin, c'est ouvert également aux biologistes. Notre vision première, c'est de promouvoir l'enseignement, la formation continue, l'acquisition de nouvelles compétences et les nouvelles connaissances également en hématologie. Euh, le financement des places de congrès et les participations aux colloques et aux révolutions nationales. C'est un petit peu, on ne peut pas complètement financer les congrès, mais on peut aider à la participation par la participation à certaines prises de parole, présentation de projets de master, etc. On essaye également de favoriser les rencontres entre les internes et les jeunes hématologues, donc avoir quelque chose une rencontre intergénérationnelle et entre les internes également pour mieux se connaître. Et puis, on essaye de partager nos expériences au sein de différentes réunions pour progresser dans la compréhension de l'hématologie. Donc, on a plein de projets que vous pouvez retrouver sur notre page Internet, notamment notre projet principal, c'est les journées qui vont avoir lieu à Saint-Étienne aujourd'hui, des podcasts, différents webinaires, etc. Donc, si vous n'avez pas encore entendu tous nos projets, n'hésitez pas à aller voir sur la page de l'AIH. Ensuite, je vous laisse continuer avec la page. Merci Mathilde. Oui, qu'est-ce que l'APA? L'APA est une association, comme Mathilde vous l'a dit, c'est une association créée il y a bientôt 43 ans par des médecins, en l'occurrence des psychiatres, et dont l'objectif était d'adoucir la vie des praticiens
Et c'est pour ça que c'est ouvert aux internes, aux praticiens, qu'ils soient médecins ou pharmaciens, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 10 000 adhérents et avec leur famille, ça fait plus de 25 000 bénéficiaires des contrats APA. Quand on parle de contrats APA, ce sont les contrats qui sont négociés par l'association avec les spécialistes de l'assurance que sont BC. Et donc, comme l'objectif, c'est de faire en sorte que le praticien se sente bien, c'est naturellement que l'APA se préoccupe de la prévention des risques psychosociaux, et c'est de ça qu'on va parler donc ce soir. Et c'est naturellement aussi que l'APA est très impliquée dans le soutien et la solidarité à ses adhérents, et pour cela, il existe un fonds, le fonds d'intervention. C'est aussi, comme je vous l'ai dit, se préoccupant de la vie des praticiens, elle est naturellement pionnière dans la mise en place des régimes de protection sociale des praticiens hospitaliers. Et en la matière d'ailleurs, elle se focalise sur les carrières, donc elle est experte dans les carrières hospitalières. Aujourd'hui, l'APA a noué des partenariats auprès de plusieurs établissements, 600 établissements au total, et comme le dit notre président, notre association a été pionnière dans sa façon de pallier les graves lacunes statutaires de notre profession. Et donc, évidemment, pour la solidarité aux adhérents, il y a un fonds, dit fonds d'intervention. C'est une somme qui est allouée aux adhérents qui le demandent, aux adhérents qui, confrontés aux aléas de la vie, que ce soit des accidents, des handicaps, des difficultés financières, font une demande. Ce fonds n'est pas lié au contrat, au bénéfice du contrat santé-prévoyance que ces adhérents peuvent avoir d'ailleurs au sein de l'association. Les dossiers qui sont déposés sont examinés par une commission qui s'occupe de cela pour attribuer le bénéfice des fonds demandés. Il faut savoir que depuis 2000, je pense que c'est en 2024, hein, 2024 en 2018, il y a 75 000 euros engagés et je crois qu'en 2024, on n'est pas loin non plus de ce budget-là. Et vous pouvez, sur notre site, accéder à plusieurs témoignages des bénéficiaires. Là, vous avez un lien qui vous amène au témoignage le plus récent d'un jeune confrère du CHU de Nîmes. Donc, je vais un peu revenir sur les différents problèmes que nous, on voit sur la santé mentale. Donc, en fait, c'est des informations que j'ai tirées du rapport d'enquête de l'ISNI 2017, qui était quand même assez exhaustif. Et je trouve qu'il résonne bien avec nos problématiques que j'ai pu, en tout cas, voir notées en tant qu'interne à l'hôpital public. Donc, il y a 6 grands points. Notamment, principalement donc la charge de travail avec un temps passé sur les tâches administratives qui est important, qui est souvent un peu surdimensionné par rapport au temps qu'on souhaiterait lui allouer en raison de problèmes souvent de manque de personnel. Les interruptions fréquentes de tâches, donc ça c'est vraiment très important, je trouve, avec toujours un infirmière ou un coup de téléphone qui nous dérange de la chose que l'on voulait faire. Ensuite, la peur d'oublier ce qu'on était en train de réaliser. Donc, parfois, des allers-retours et donc une difficulté à se concentrer. Et puis, parfois, la difficulté de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ensuite, concernant l'autonomie et les marges de manœuvre, donc tout ça, c'est des axes qui peuvent un peu, en fait, rendre notre expérience à l'hôpital plus difficile, et notamment l'impossibilité parfois de participer à la formation clinique alors qu'on est encore des internes et donc on a besoin d'une formation et qui parfois n'est pas possible en raison également de contraintes, de contraintes de personnel ou autres. L'absence de participation aux décisions du service, donc ça peut être difficile notamment pour les internes un peu plus expérimentés qui ont envie de montrer finalement qu'ils sont que des connaissances et puis, mais qui ne sont pas écoutés de leur en qualité de médecin et qui sont plutôt pris pour des personnes qui ont
qui sont plutôt voilà, pour faire le travail et sans vraiment prendre en compte ce que l'on connaît. Et ça peut être assez difficile. Ça peut un peu nous sentir un peu, nous sentir un peu rabaissés par rapport à ce que l'on souhaiterait. Et ça fait partie également de la sous-utilisation des compétences. Par exemple, si on change de service, on va exercer dans un service qui ne connaît pas l'hématologie, par exemple, pour nous, ne pas prendre notre avis, ne pas nous considérer comme quelqu'un qui avons des connaissances, et ben, ça peut être aussi difficile pour l'estime de soi. Et puis voilà, le choix des stages également, avec parfois d'impossibilités de rester proche de notre famille, de là où notre lieu de vie, ou des stages que l'on ne souhaite pas réaliser et qui nous sont imposés. Donc ça, tout ça, c'est difficile. Également, donc les conflits de valeurs. Donc ça, je pense que vous avez tous rencontré la disparité entre les bonnes pratiques que l'on a enseignées et en fait les moyens qu'on a à l'hôpital pour pouvoir les mettre en œuvre. Et en fait, il y a vraiment un conflit entre ces deux mondes et parfois qui peuvent vraiment être difficiles à accepter. Également des conflits éthiques, notamment entre ce que le service a l'habitude de faire et comment nous, on peut vivre une situation personnelle avec certains patients, avec notre expérience par ailleurs, et le fait qu'on doive se plier en fait à la dynamique potentiellement du service avec lequel on est en désaccord, ça peut être très, très difficile aussi. Ensuite, les autres points, c'était la charge émotionnelle, notamment dans notre spécialité, mais dans beaucoup de spécialités, avec bien sûr des entretiens qui peuvent être très difficiles, qui peuvent être rappelés à des expériences personnelles, etc. La gestion de la précarité du patient, donc ça vous est sûrement arrivé de devoir faire des choix ou de potentiellement devoir remettre ou renvoyer dans des situations désagréables, enfin non acceptables finalement des patients hors de l'hôpital pour des contraintes de lit. Donc ça peut être aussi très compliqué à gérer. Des axes de soins non maîtrisés lorsque l'on n'est pas assez supervisé, notamment par exemple pour des gestes que sont nos premiers gestes et qu'on n'a pas suffisamment de supervision pour les réaliser. Une culpabilité, donc ça entraîne aussi une culpabilité, une stigmatisation liée aux erreurs médicales qui sont d'autant plus importantes s'il y a peu de supervision. Avec le concept de seconde victime, la personne qui réalise l'acte et qui se sent extrêmement coupable, s'il n'y a pas une bonne communication, une bonne prise en charge de cette erreur, ça peut donc créer de la personne qui a réalisé l'erreur une seconde victime qui, après, potentiellement, n'osera plus pratiquer. Et donc, ça peut avoir des retentissements très importants. Et des violences internes je pense, vous avez tous également ressenti à un certain moment avec des tensions au sein de l'équipe soignante qui peuvent être soit passagers, soit parfois vraiment intrinsèques. Et donc, il faut savoir reconnaître. Et souvent, c'est important de pouvoir en discuter, essayer de briser ce cercle. Le soutien social et la reconnaissance, donc ça revient un peu à ce qu'on avait dit auparavant avec le manque de reconnaissance des plus âgés, souvent. Enfin, pas de façon non anecdotique, potentiellement manque de reconnaissance des confrères, manque de reconnaissance de l'administration. Alors bon, ça, on connaît tous les hôpitaux, on arrive, on ne savent même pas qu'on est là, on n'a pas de badge, etc. pendant plusieurs jours, alors qu'on est quand même censé faire les prescriptions. Mais bon, c'est souvent des contraintes de moyens, quoi. Et l'incertitude quant à l'obtention d'un poste hospitalier universitaire. Donc ça, c'est potentiellement aussi quelque chose qui peut, enfin, pour les plus âgés, qui peut quelque chose auquel on est confronté, parce que finalement, il n'y a pas non plus tant de postes que ça. Et travailler là où on veut, peut-être parfois, ça peut créer un peu d'angoisse, surtout c'est difficile d'avoir une vision à long terme, enfin une vision certaine de là où on va pouvoir travailler. Et finalement, l'insécurité socio-économique, parfois des personnes qui font un internat qui peut être à distance de la région d'origine, la situation financière avec finalement un internat où on n'est pas, non pas très très bien, enfin on est payé quand même peu, notamment ceux qui travaillent à Paris par rapport au coût de la vie, et notamment si les gens ont des enfants, etc., ça peut être quand même difficile à assumer. Et donc la situation familiale liée aux enfants, aux contraintes de temps et aux contraintes financières. Donc je pense que tout ça, ce sont des points sur lesquels vous êtes reconnus, j'imagine. Donc je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole ou si on garde les questions pour la toute fin. S'il n'y a pas de réflexion, Mathilde, je vais passer à la slide suivante. Voilà. Donc rebonjour, c'est à moi que est lié le travail sur les chiffres. Bon, vous voyez que 49% des médecins déclarent souffrir de burn-out, 25% des internes
se disent victimes de harcèlement, d'humiliation au travail, et 19% des futurs étudiants ou internes ont déjà eu des idées suicidaires. C'est très important parce qu'il y a d'autres chiffres aussi très importants et qui montrent que la souffrance est générale et commence déjà dès les études de médecine, puisque une étude européenne avait montré qu'environ 40% des externes avaient déjà des signes précurseurs de burn-out, ce qui quand même pose quand même une grosse question. Et si on regarde d'autres études, comme par exemple l'étude CAMIF, qui a été une étude réalisée en 2017 auprès des internes d'Île-de-France, elle est assez exhaustive puisque 70% des internes ont répondu à l'époque. Donc il y a eu 4800 internes qui ont répondu et ont trouvé des consommations de substances pour tenir le coup chez 10 à 15% des internes, ce qui est quand même très important, et parmi lesquels les psychiatres étaient les plus consommateurs et les plus à risque, alors qu'ils ne sont pas forcément ceux qui ont le plus d'heures par semaine au travail, puisqu'on trouve quand même 22% des internes de médecine dite somatique qui travaillent plus de 60 heures par semaine. En moyenne, c'est 58 heures pour les internes. Et donc, quand on regarde tout ça, on se rend compte que s'il y a des consommations pathologiques d'alcool, en tout cas 90% des internes répondants disaient qu'ils consommaient assez régulièrement de l'alcool. 70% qui consommaient assez régulièrement du tabac. Je rappelle que la consommation de tabac a reculé en France et touche dans la consommation régulière 25% de la population générale. Donc là, c'était vraiment des auto-questionnaires. Donc 70% reconnaissaient qu'ils avaient une consommation assez régulière de tabac, 12% de consommation assez régulière de cocaïne, 15% de consommation assez régulière de stimulants et 21% de calmants. Et si on comparait par rapport à leur taux d'anxiété, eh bien, on avait 75% de taux d'anxiété et environ 39% déclarés de dépression. Et si on leur faisait passer une HAD, hein, donc une Hamilton, hein, c'est une échelle, avec dépression ou anxiété, là on retrouvait que 11% de dépression était particulièrement sévère et 36% d'anxiété, ce qui est quand même assez important. Donc la souffrance chez les internes, elle est bien présente. Je ne vais pas vous donner aussi le chiffre des tentatives de suicide, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont un taux de les médecins ont un taux de 2,27 fois supérieur à celui de la population générale. Et tout ça, c'est dû aux responsabilités, à la pression psychologique, à la pression sociale, aux demandes de plus en plus importantes. Enfin, Mathilde a montré un petit peu toute la surcharge dont sont victimes les internes, et ils sont de moins en moins aidés, puisqu'il y a de moins en moins de médecins encadrants et seniors, puisqu'il y a beaucoup de départs à la retraite, que le numerus clausus a été tel que la situation, d'après d'ailleurs le responsable ministériel qui est le professeur Franck Bellivier, la situation ne s'améliorera qu'entre 2030 et 2050 réellement. Donc on voit un petit peu que la souffrance actuelle, elle risque de s'aggraver chez les futurs médecins. Et comme tout à l'heure Crespin le disait, nous regardons à l'évolution des statuts, à l'évolution des souffrances, et nous avons mis vraiment un point d'impact important pour les internes au niveau de ces risques psychosociaux, car vous êtes l'avenir de notre profession. Absolument. Les internes, c'est les praticiens de demain. Mais il y a déjà 43 ans que la PAR s'est engagée au service de la qualité de vie et de travail, non pas que des praticiens, mais c'est praticiens et associés, donc des internes, juste d'ailleurs qu'aux retraités praticiens. Donc pour ça, la PAR sensibilise beaucoup, informe beaucoup tout ce beau monde, fait des articles de fond dans des revues syndicales et intersyndicales, anime des réunions, des symposiums, lors des congrès, lors de manifestations, lors des invitations d'ailleurs dans des établissements de santé, aux côtés d'experts sur l'épuisement professionnel, la qualité de vie au travail, et fait une démarche auprès aujourd'hui d'associations de jeunes, d'internes, d'intersyndicales, parce que comme Gérard disait, c'est notre avenir, c'est l'avenir de la profession et il faut être donc à vos côtés, il faut être aux côtés de
de tous les jeunes qui aspirent à devenir praticiens, quel que soit leur secteur d'exercice. Hein. Voilà, parce que sinon, on va aller de mal en pis. Et donc, comme vous pouvez le voir là, ben, bien sûr, il y a l'AIH avec laquelle nous faisons ce webinaire ce soir, mais il y a d'autres associations, comme vous pouvez le voir, l'Association française fédérative des étudiants en psychiatrie, l'Association des jeunes psychiatres, on viendra au coup de blues tout à l'heure, l'AJPO2, l'Association des internes de psychiatrie de Lille, donc l'Angemire, et j'en passe, la NIMF. La liste n'est pas limitative dans la mesure où l'APA contractualise avec les associations des jeunes qui veulent bien qu'on travaille ensemble. Donc, si vous en connaissez, n'hésitez pas à le dire que l'APA leur tend les bras. Il y a effectivement, entre guillemets, un cahier des charges et le reste, ça va tout seul. Pour enfoncer le clou donc, dans cette démarche de concourir à une bonne qualité de vie des professionnels de santé, APA a structuré cette plateforme qu'on appelle le coup de blues, qui n'est pas qu'un jeu de mots, puisque c'est un centre de ressources en ligne qui aide tous les praticiens, depuis les internes, à trouver les informations, voire les échos dont ils ont besoin quand ils ont ce coup de blues-là. C'est une approche pour aider, pour montrer la bienveillance, aussi bien sur le fond que sur la forme, hein, parce que vous avez, comme je vous disais, on peut accéder au partage d'expériences, à la recherche de solutions, il y a des fichiers pratiques, il y a des témoignages de victimes, des podcasts, et vous avez aussi des numéros et des chats d'écoute. Cette plateforme est hyper facilement accessible. Il suffit de taper coup de blues dans votre pour la recherche hein, sur Internet et vous accédez au lien que vous avez en bas, coup de blues, et c'est directement accessible. Ça vaut le coup que vous soyez aujourd'hui ennuyé ou pas, ça vaut le coup que vous y alliez pour voir réellement à quel point cette plateforme peut être aidante. Alors, je prends la suite. Bon, on l'a vu au travers des préoccupations exposées par Mathilde tout à l'heure, le maintien de la rémunération est quand même très important hein, sur l'ensemble des internes et des docteurs juniors. Les rémunérations sont plutôt faibles, en effet, surtout au regard de l'activité, des heures. Et il est important de voir un petit peu comment ça se passe quand il y a une situation d'arrêt de travail. On a essayé de schématiser un bulletin de salaire. L'hôpital verse ce qu'on appelle un traitement, un salaire, qui est fixé par décret. Et le revenu d'un interne est complété de nombreuses primes, indemnités, et ainsi que les gardes et les astreintes qui sont effectuées. On va retrouver plusieurs types d'indemnités. On va avoir les indemnités de suggestion particulière pour les internes de première et de deuxième année. On va avoir les indemnités compensatrices d'avantages en nature, évidemment les gardes et les astreintes. La prime de responsabilité pour les internes de cinquième année. On va avoir des indemnités de transport, éventuellement des indemnités d'hébergement et des indemnités de participation à des enseignements ou des jurys de concours. Donc, on voit bien que le mécanisme est double, une partie sur la rémunération de base et une partie sur les nombreuses indemnités qui sont versées en complément. Alors ça, c'est le principe de base. Maintenant, quand on est dans une situation d'arrêt de travail, ça se complique un peu. Pourquoi ? Parce que l'hôpital, la fonction publique en général, identifie 3 types d'arrêt de travail. On a la partie très classique qui s'appelle le congé maladie. Et on a 2 autres types de congés qui sont les congés de longue maladie et les congés de longue durée.
qui vont venir apporter un peu plus de soutien financier. Mais comme on le voit dans l'exemple que je vous ai montré, c'est très relatif. En congé maladie, déjà, il y a uniquement 9 mois sur lequel le salaire va être plus ou moins maintenu, puisqu'il va être maintenu à 100% 3 mois, et les 6 mois suivants, il va être versé qu'à moitié. Donc déjà, on est dans une perte de salaire très rapide et très brutale. Et quand on parle du salaire, on parle du traitement de base et de quelques primes. C'est les 3 primes que je vous ai notées ci-dessous. Ce n'est pas l'intégralité des primes. Évidemment, les gardes les astreintes, quand elles sont plus faites, elles sont plus rémunérées. Et ce qu'on voit, c'est que sur les autres types de congés, je ne vais pas m'éterniser et être trop technique, mais la perte de salaire est tout de suite d'un tiers. Alors, elle est plus longue dans le temps, mais elle est tout de suite très impactante. Voilà, ça c'est le statut aujourd'hui pour les internes et les docteurs juniors en cas d'arrêt de travail. Maintenant, si on va sur la slide suivante, merci. On a essayé de formaliser, de vous montrer un petit peu sous forme de schéma la vitesse à laquelle finalement la perte de revenus s'enclenche. C'est-à-dire que voilà, les 3 premiers mois, donc on va perdre les gardes, les astreintes et les indemnités qui ne sont pas maintenues. Très rapidement, 6 mois, pendant 6 mois, il va y avoir uniquement la moitié. Et puis après, il n'y a plus rien. Il y a uniquement la sécurité sociale qui intervient. Donc là, on a mis un exemple assez simple parce qu'on n'a mis que des gardes comme revenus complémentaires, mais on peut s'apercevoir que sur un arrêt de 4 mois, voilà, ça peut être une fracture, une mauvaise fracture, ou ça peut être aussi un problème, pourquoi pas, on en parlait tout à l'heure, de burn-out ou de pression. Globalement, c'est tout de suite 30% voire 40% s'il y a plus de gardes et d'indemnités qui sont impactés. Donc, il est très, très important et l'APA a toujours eu la sensibilité d'essayer de faire en sorte que cette situation ne soit pas, sur un plan financier, un souci pour l'ensemble des internes et des adhérents de l'APA. Voilà pour la partie arrêt de travail. La protection sociale, alors c'est un peu technique, n'hésitez pas dans le chat si vous voulez apporter si vous voulez des précisions. C'est aussi des situations malheureusement d'invalidité et de décès. Donc l'invalidité, tout simplement, le statut ne protège pas l'invalidité. Donc il y a uniquement la sécurité sociale qui intervient et qui intervient à hauteur des revenus des années précédentes. Donc autant dire sur une situation interne, la chute est également très importante. Et en décès, il y a un petit capital versé par les Cantec, mais qui est très, très faible. Et du coup, l'APA propose en complément justement de maintenir la rémunération telle qu'elle était au moment auquel l'arrêt de travail ou la situation d'invalidité est arrivée, ou en cas de décès, de pouvoir éventuellement aussi offrir un peu plus de capitaux, essayer de faire en sorte que pour les internes qui ont des familles, parce que c'est également d'ailleurs assez souvent le cas, voilà, qu'on puisse au moins avoir un minimum de protection pour ses proches et pour sa famille. Ce qui est important aussi, et c'est ce qui, ça fait partie des échanges qu'on a eu en préparant ce webinaire, les accidents de trajet aussi en sortie de garde sont des moments sur lesquels il y a pas mal de situations d'accidents justement et donc d'arrêt de travail. C'est important de préciser aussi que tous ces événements-là, quand on sort d'une garde, on est bien fatigué. Voilà, c'est important aussi d'être couvert sur sa prévoyance si jamais il arrive un accident. Donc voilà, les contrats de l'APA ont été vraiment réfléchis, mis en place pour venir apporter à minima le réconfort sur la rémunération qui est celle d'un interne au moment de l'arrêt de travail. Voilà. Et ce que propose pas du tout finalement l'hôpital, si jamais vous arrive quelque chose, voilà, très rapidement vous avez une perte de salaire et qui peut être très handicapante, hein, qu'on soit à Paris ou en province. Enfin voilà, perdre la moitié de sa rémunération quasiment du jour au lendemain, c'est très. Alors la question, c'est comment s'engage l'APA au quotidien pour vous protéger. Bien évidemment, l'APA, avec son histoire de 40-43 ans, a eu le temps de réfléchir, de construire vraiment les choses, de proposer des offres et des contrats très qualitatifs.
quand est venue la protection des internes, l'APA s'est dit, bon, mais c'est important quand même de leur proposer des contrats qualitatifs, mais en prenant soin de ne pas avoir des tarifs qui ne soient pas du tout cohérents à la rémunération des internes et qui soient même un frein à la protection sociale. L'idée, c'est vraiment de favoriser l'accès à la prévoyance. Donc, qu'est-ce que fait l'APA? Eh bien, aujourd'hui, l'APA, elle a été capable de proposer des contrats de prévoyance pour un interne de première et deuxième année uniquement à 1,50 € par mois. C'est-à-dire que c'est un maintien de la rémunération en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité et des capitaux en cas de décès pour uniquement 1,50 € par mois si on est interne et deuxième année. Si on est interne de troisième jusqu'à docteur junior, en ce qui concerne uniquement la prévoyance, c'est entre 8 et 9 €, donc ça reste tout à fait accessible pour la même qualité de contrat en termes de prévoyance. L'APA souhaite vraiment, et on travaille en ce sens-là, faire en sorte que les contrats soient très complets, qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et faire en sorte que vraiment, quand on adhère au contrat de l'APA, on est très serein sur son avenir financier par rapport à la situation qu'est la sienne au moment de l'arrêt de travail. L'APA offre aussi de la possibilité d'avoir de la complémentaire santé. L'APA met en place ce qu'on peut dire une protection sociale adaptée, parce qu'on peut faire le choix de prendre que la prévoyance, que la santé ou les deux. Et surtout, c'est aussi l'opportunité de rejoindre un petit peu tout ce qui vous a été présenté auparavant, une vraie communauté, une communauté de médecins, de praticiens et d'internes qui, dans un sens de confraternité, d'entraide, il y a le fonds d'intervention, il y a la plateforme Coup de Blues qui a été mis en place et c'est l'APA qui l'a financé. Voilà, c'est vraiment une communauté de médecins, d'internes, de praticiens pour les confrères dans le cadre de leur exercice et dans le cadre des préoccupations. Voilà, donc pour conclure sur ce sujet un peu assurance et un peu technique, mais ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que les solutions, c'est de la protection tout compris. Voilà, c'est simple et c'est très complet. C'est des tarifs qui sont clairement adaptés à la rémunération d'un interne, avec un prix d'entrée à 1,50 €. Une fois de plus, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment réfléchir. Ça permet vraiment de se prémunir sur des situations qui peuvent être très importantes pour vraiment pas grand-chose pendant l'internat. Et c'est, comme je le disais tout à l'heure, pouvoir aussi intégrer la communauté de l'APA et, si besoin, être aussi dans la solidarité et dans la confraternité. Voilà. Alors évidemment, tout ce qui est protection sociale, c'est bien l'internat, mais évidemment, à la fin de l'internat, il y a les carrières hospitalières ou les carrières libérales qui s'offrent à chaque interne. L'APA continue d'accompagner. L'APA met en place en ce moment même des nouveaux contrats dédiés aux jeunes médecins, aux jeunes praticiens, ce qu'on appellera début de carrière, en santé, en prévoyance, avec aussi un effort sur le prix, sur le coût, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie préoccupation de tout le monde, et toujours des garanties qui restent très cohérentes, très complètes, et une modularité qui permettra aussi de pouvoir vraiment adapter en fonction de son besoin. Et quand on va sur une activité plus libérale, là, c'est un autre mécanisme, on est sur on protège le chiffre d'affaires et des revenus, mais globalement, l'APA propose aussi des solutions très cohérentes qui restent dans le même esprit de confraternité et de qualité en termes de prévoyance de santé. Voilà, alors on vous a quand même indiqué comment souscrire, comment en tous les cas aller se renseigner, comment rejoindre la communauté de l'APA. Donc, il y a un site internet qui s'appelle velapa.bc.fr. Il y a des équipes totalement dédiées que l'on peut joindre très facilement au téléphone. Les coordonnées sont sur le site de l'APA. Il ne faut pas hésiter à se rendre sur le site. Et on peut tout faire de façon complètement dématérialisée. On peut adhérer complètement en ligne à 100%, que ce soit en santé, en prévoyance ou sur les deux. C'est très simple.
c'est devenu quelque chose de facile. On peut le faire à n'importe quel moment de la journée en fonction des disponibilités qu'on va voir et des gardes, évidemment, à l'hôpital. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour la présentation et ensuite pour tout ce que l'APA réalise. Alors, je sais pas si, je crois qu'on n'a pas encore beaucoup de questions, mais moi, je voulais juste revenir sur la partie. Je pense pas que, enfin, je suis pas sûre que vous ayez vraiment parlé de la partie congé maternité. Est-ce que tout ça, est-ce que c'est couvert également par l'APA, ces périodes qui peuvent être des périodes qu'on connaît en tant qu'interne ou chef de clinique? Alors, les contrats de l'APA interviennent sur, évidemment, on prenne en charge tout ce qui va être arrêt de travail. Donc, toutes les parties, s'il y a un arrêt de travail avant le congé maternité, évidemment, les contrats sont là pour prendre en charge les arrêts de travail. Sur l'offre qui est proposée aux internes, le congé maternité n'est pas techniquement, assurantiellement, en tous les cas, un arrêt de travail. Donc, il n'y a pas d'intervention du contrat sur ce sujet-là. En revanche, il a été ouvert sur les contrats des médecins hospitaliers une garantie maternité spécifique qui vient compenser euh, une partie des pertes de revenus liées aux dispenses de garde qu'il peut y avoir en amont du congé maternité. Donc, euh, j'ai envie de dire, l'APA a réfléchi à ces solutions sur la partie hospitalière. Sur la partie des internes, avant, s'il y a un arrêt de travail qui est lié à à la grossesse, évidemment, le contrat intervient. Euh, et sur les garanties hospitalières, il y a une garantie spécifique maternité. Ok. On a une question dans le chat. Quelqu'un qui demande s'il adhère à l'APA à un moment de sa vie où il était, par exemple, interne, s'il change de statut au cours de sa carrière, est-ce qu'il pourra continuer à bénéficier des garanties souscrites? Ou s'il passe du secteur hospitalier au secteur libéral, par exemple? Alors, je vais me permettre de répondre. Oui, évidemment, évidemment, point très important, les statuts, ils vont évoluer au fil de la carrière interne. Si on reste dans la carrière hospitalière, on va peut-être être contractuel, assistant, et puis après, on va être PH. Évidemment, les contrats continuent d'accompagner chaque adhérent. Ce qui est très important, c'est que dans la prévoyance, il y a toujours une sélection médicale qui est faite à l'entrée. Donc, plus on la fait tôt, mieux, puis finalement, moins il y a de contraintes pour entrer dans les contrats. Et cette sélection médicale va suivre toute la vie de l'adhésion. Donc, il n'y aura pas besoin de la refaire. Et les contrats s'adaptent à tous les statuts. Donc, à ce moment-là, la prévoyance vient vraiment compléter en fonction des enjeux du moment, des enjeux évidemment financiers dans la carrière, mais aussi des enjeux de vie privée, de famille. Les besoins sont peut-être pas les mêmes à 28 ans qu'à 40 ans et qu'à 55 ans, par exemple. Donc, évidemment, il y a une vraie souplesse et il y a un vrai accompagnement de l'internat jusqu'à la retraite, puisque l'APA propose aussi des contrats santé dédiés aux médecins retraités. Moi, je dois rajouter qu'il y a un vrai accompagnement et des conseils, comment dire, ciblés qui permet aux praticiens, quelle que soit sa pratique et selon sa profession, tout ce qui contribue à sa vie, à son salaire, je veux dire, il y a au sein d'APA des personnes bien, enfin, connaissant bien le sujet qui peuvent orienter sur tel ou tel type de contrat qui vous sont favorables, qui sont favorables à l'adhérent qui veut. Donc, oui, ce fut par exemple mon cas. On dit, ah non, non, ça c'est trop cher pour toi parce que ceci, cela, non, il vaut mieux prendre ça. Les garanties, c'est ça, ça c'est bien pour toi. On réfléchit. Ah oui, un bon conseil, être bien couvert sans trop perdre ses sous.
C'est vrai que je vais vous demander justement quels étaient les comparatifs entre l'APA et les autres, finalement, les autres complémentaires ou prévoyance. Un peu, enfin, pourquoi, enfin, voilà, quels étaient les points de différence. Et c'est vrai que j'imagine le conseil et le fait que ce soit par des médecins, c'est vrai que ça doit jouer quand même beaucoup. Et est-ce que vous auriez d'autres aspects de comparatifs, du coup, entre les différentes offres? Oui, évidemment, évidemment. Alors oui, rejoindre l'APA, c'est déjà rejoindre une association, c'est rejoindre aussi des valeurs associatives qui sont derrière cette association. C'est rejoindre un projet, c'est rejoindre une communauté. On en a beaucoup parlé. Euh, les confrères amis qu'on va retrouver sur le secteur de l'hôpital. Eux proposent finalement des solutions qui sont très individuelles, qui sont finalement uniquement portées par une personne, qui vont pas forcément s'imbriquer, si on parle de la prévoyance, parce que c'est vraiment le cœur de l'accompagnement spécifique qu'offre l'APA. Si on prend la prévoyance, on va avoir des forfaits, c'est-à-dire qu'on va voir, voilà, bah, si jamais il y a un arrêt de travail, c'est 50 euros par jour, c'est ceci, c'est cela. Sur la part, on est vraiment dans un cadre beaucoup plus collectif, beaucoup plus lié au groupe, mais aussi à la situation personnelle du moment. C'est-à-dire qu'on complète un salaire, et c'est le salaire qui est la veille du jour du sinistre, de l'arrêt de travail, par exemple. C'est pas le salaire vu 2 ans avant, qui n'est plus adapté à ce moment-là, parce qu'il y a une évolution, il y a un parcours professionnel. Et l'avantage des contrats de la PAS, c'est vraiment cette fluidité, cette facilité d'accompagner l'évolution de la carrière du moment et tout ça dans un cadre qui reste très associatif. Voilà. Euh, si je ne sais pas si j'ai réellement répondu à la question, mais Oui. clairement, Si la question de Mathilde, c'est de savoir si en prenant un contrat X négocié par l'association APA auprès du BC, si c'est comparable à un contrat X2 de chez un autre assureur, c'est pas totalement évident et c'est là où on est souvent dupé. Parce que si je parle de panier, les paniers ne contiennent pas toujours les mêmes choses et il faut vraiment être très attentif. Ça peut être très alléchant de payer, par exemple, moins cher. On vous dit, vous avez ci, vous avez ça. C'est souvent pas vrai. C'est souvent pas vrai. Donc, c'est hyper difficile de comparer à brûle pour point comme ça, comme si on faisait juste des stats, des contrats. Il faut vraiment aller, et c'est là où l'accompagnement et les conseils sont utiles. Et je pense que ces gens d'accompagnement, on peut les trouver rarement ailleurs. On peut trouver beaucoup de beaux discours, on peut trouver beaucoup de contrats alléchants, mais le jour venu où on en a besoin, ce n'est pas toujours évident. Et des fois même, on risque d'être éjecté. Alors que dans APA, ben, ce risque ne peut pas exister puisque nous, APAistes, on est là et que si c'est parce qu'il y a un gros souci, c'est le fonds qui intervient. Ouais, pour qu'on reste toujours dans la communauté et voilà, et qu'on subvienne à ses besoins. Des exemples comme ça, il y en a plein. Il ne faut pas se laisser duper, il faut vraiment. C'est pas le coût brut comme ça qui compte, il faut vraiment aller derrière. Qu'est-ce que ça a su vraiment? Qu'est-ce que ça complète réellement? Et ça, c'est pas évident. Mmh. Merci beaucoup. On a une nouvelle question sur le chat. Il y a quelqu'un qui demande: est-ce que l'APA ou la plateforme Coup de Blue sont en lien avec des décideurs en santé pour mettre en lumière les difficultés rencontrées par les internes? C'est, est-ce que vous avez une fonction de représentation via le côté associatif? Gérard, je vais peut-être te laisser répondre. Oui, enfin, ce qu'il faut voir, c'est que la PAS a été d'abord créée par les pères fondateurs
venait du syndicat des praticiens hospitaliers. Donc, c'est pour ça, pour répondre à la question de Mathilde, nous, on regarde l'évolution régulière des statuts, l'évolution régulière chef de clinique, tout ce qui est modifié, pas modifié, les assistants, ce qui est modifié, pas modifié, les praticiens hospitaliers, et aussi si on quitte la carrière, si on passe en effet dans le privé. Donc, il y a pour nous un continuum depuis l'internat jusque la carrière. Et en effet, c'est lié à tout ce qui remonte en coup de blues, etc. On le réétudie au niveau du conseil d'administration et on fait des propositions dans lesquelles notre courtier en assurance BC va venir voir l'assureur et on dit là, il faut modifier ça, il faut modifier ça. Il faut accompagner, il faut aider. On voit que les problèmes sont plutôt centrés sur ça. Et donc, et puis pas mal d'informations remontent aussi au niveau des syndicats, puisque nous sommes dans des plateformes syndicales, pas à la part en elle-même, mais nous, par exemple, moi, je suis un représentant membre de droit au conseil d'administration qui émane du syndicat des praticiens. Donc, on fait remonter les informations et ensuite, il y a aussi des débats d'aide et d'accompagnement dans les liens qu'on peut avoir avec, en effet, l'association des jeunes internes en psychiatrie, l'association des internes de réanimation, etc. On travaille ensemble, en fait, pour essayer d'améliorer, parce que nous savons, comme le disait Christophe, qu'il n'y a pas forcément grand-chose à attendre de l'organisation administrative hospitalière pour améliorer notre vécu quotidien. Et là, c'est pour nous très important parce que beaucoup pensent que comme on est dans la fonction publique, entre guillemets, nous aurions un statut équivalent à celui de fonctionnaire, alors qu'absolument pas. Et nous relevons beaucoup plus du droit privé. Donc à partir de là, il faut travailler, puisque vous avez remarqué, enfin vous qui êtes interne, vous avez essuyé 3 réformes de la R3C depuis 2017. Donc à chaque fois, on essaye de suivre tout ça, hein, c'est-à-dire de savoir comment ça va évoluer, comment évoluer les statuts. Tout à l'heure, Mathilde disait que quand on est interne à Paris avec la paye de l'interne débutant, c'est pas facile, c'est pas aisé, c'est sûr. Hein, d'autant que les conditions de vie par rapport à moi, par exemple, quand j'étais interne, on vivait carrément sur l'hôpital, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on fait remonter, on essaye de travailler main dans la main avec les associations qui vous défendent, parce que je crois que c'est ça qui est important, c'est-à-dire que vous êtes les mieux adaptés pour savoir ce qui vous concerne et quels sont vos besoins, et nous, on essaye d'adapter l'accompagnement de l'APA à vos besoins. Donc, il y a quelque chose en bidirectionnel, quoi. Hein. Nous n'existons pas sans vous, en fait, et avant, comme le disait très bien Crespin, ça ne concernait pas les internes, et c'est le conseil d'administration qui s'est battu pour que les internes puissent rejoindre l'APA. Voilà, c'est-à-dire qu'on a dit, on n'est pas que des praticiens hospitaliers. Ça a commencé progressivement. On a dit, il y a aussi des chefs de clinique et des assistants. Quand moi, j'étais assistant, on ne pouvait pas adhérer à l'APA. Il fallait être praticien hospitalier pour adhérer à l'APA. Et puis ensuite, on l'a ouvert aux internes. Vous voyez que c'est tout. En 40 ans, il y a eu une ouverture très large de manière à balayer la carrière à partir du moment où on est, entre guillemets, médecin dans les hôpitaux avec une fonction. Mathilde tout à l'heure disait on n'est pas forcément vu selon nos compétences. Nous vous voyons selon vos compétences et vos besoins. Et en plus de ça, s'il n'a pas besoin des associations des jeunes internes et praticiens, c'est justement pour que ces associations soient la source de remontée de soucis. Et il y a des gens au sein de l'APA qui ont des tuyaux pour remonter jusqu'aux décideurs sans avoir l'air d'y toucher. Et ça, c'est parce que vous savez, quand des décisions se prennent, il ne faut pas aller comme si on avait le pouvoir d'eux, mais il faut convaincre les gens qu'il faille aller dans ce sens-là ou dans celui-ci au profit des internes ou des praticiens. Et on a besoin que ces besoins-là remontent de vous, des associations. Donc, dites-le autour de vous. J'ai une autre question personnelle à vous relayer. Comme vous dites, il y a eu beaucoup de réformes, ce qui fait que parfois, quand on est confronté à un problème, à un arrêt de travail, à une problématique particulière, même la direction des affaires médicales eux-mêmes ont du mal à répondre sur nos statuts et nos droits. Est-ce qu'il existe à l'APA des interlocuteurs juristes ou avocats qui peuvent nous aider à faire valoir nos droits et à répondre à ces questions-là
qui vraiment parfois on désespère et on se décourage. On ne demande pas forcément nos droits parce qu'en fait, on a l'impression que personne ne sait vraiment ce à quoi on a le droit. Alors, s'il y a une spécialité de cette association-là, c'est d'être béton, c'est d'être experte dans nos statuts, sur nos statuts et sur nos carrières. Et donc, il y a effectivement des gens qui s'occupent de tout ça et on peut vous renseigner quand vous en avez besoin. Et ce que vous dites est tellement vrai qu'on sait maintenant que les responsables des affaires médicales, il y en a certains qui ne peuvent rien sur nos statuts. De toute façon, je ne pense pas que ce soit vraiment leur problème. Juste pour vous raconter une histoire, moi j'ai eu besoin d'un certain nombre d'informations. Je savais qu'au sein de la page, je les avais déjà, donc, mais je suis allé demander à ma direction des affaires médicales pour savoir comment ça va se passer. Je vous assure que la direction des affaires médicales dit il faut que je demande à l'ARS. L'ARS dit il faut aller au CNG. Bon, in fine, j'ai fait un copier-coller d'éléments échangés par courriel avec mes collègues d'APA et j'ai envoyé à la direction pour dire voilà, c'est ce que vous cherchez. Ah oui, comment oui, non, parce qu'au sein d'APA, il y a des gens qui s'y connaissent et qui sont capables instantanément de vous donner les informations. C'était juste pour les dire, vous voyez, sur nos statuts à nous, vous ne savez rien, mais vous imposez des trucs. Donc, après, ben, c'est tout un autre travail, oui. Vous avez besoin d'infos. D'ailleurs, par le site APA, vous pouvez avoir ces infos-là, déjà. Et s'il n'y en a pas, ben, vous écrivez et il y a quelqu'un qui s'occupe de vous répondre. Pas qu'une personne. Merci beaucoup. Super. Bon, bah écoutez, je crois qu'on n'a plus de questions, Mathilde, hein. Bah, les gens peuvent J'en vois continuer pas à d'autres. envoyer des questions après s'ils le veulent, hein. Comme je disais tout à l'heure, au sein de l'association, s'il y a des questions qui vous préoccupent, vous qui êtes l'avenir de notre profession, bah, on continuera à y répondre. Ce ne sera plus dans le chat, mais on répondra. Mhm. Oui, ce que tu dis, c'est important que vous nous fassiez remonter des questions qui arriveraient après, puisqu'elles peuvent être importantes aussi pour revoir comment vous aider et vous accompagner. Je répète, l'APA n'est pas une structure syndicale, c'est une structure qui a émané d'un syndicat, mais qui n'est pas syndicale. Mais par contre, pour tous les contrats, comme on veut être actuel, nous suivons tout ce qui se passe. Hein, ça fait partie du job. Donc, toute modification, toute évolution est suivie. Et puis, vous devez aussi faire monter vos desiderata. Tout à l'heure, Mathilde a parlé sur les congés maternité, la grossesse. Ben oui, c'est important. Et donc, on travaille toutes ces questions. Après, on regarde bien sûr la faisabilité financière, mais tout est étudié au niveau du conseil d'administration avec notre courtier en assurance, de manière à rendre le meilleur service possible. Et en temps réel, en s'adaptant à chaque fois à vos besoins. Donc, faites remonter les questions. Vous avez les mails, n'hésitez pas. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Bah écoutez, à ce moment-là, je pense qu'on peut conclure donc le webinaire. Je vous remercie à tous bah, de votre participation, toutes les explications. Et donc aux internes qui regardent en replay, n'hésitez pas à envoyer soit des questions à l'APA, soit à nous, et on les retransmettra. Bon, bah écoutez, Aucun merci souci. à tout le monde. Et puis bah, bonne soirée. Bonne soirée. L'enregistrement C'est un plaisir. sera disponible sur YouTube. On vous mettra en commentaire, enfin en lien, les liens vers la plateforme Coup de Blues, vers l'APA et puis le mail pour poser vos questions. On est là. Bonne soirée.